On est parti. Je laisse le micro à Thibaut pour parler à Thibaut. Si vous avez des questions, c'est dans le chat. C'est parti. C'est parti. Alors, une première question. Pour ceux qui te connaissent pas, on t'a découvert par le biais de la promotion Bwin Poker Hero que t'as gagné en juin 2011. Juste avant ça, est-ce que tu peux nous résumer un peu ton parcours avant de gagner cette promotion? Comment t'as débuté le poker et qu'est-ce qui a fait que t'en es arrivé à là pour jouer cette promotion en juin 2011? Bien sûr, alors j'ai débuté le poker, je pense, ça remonte à loin maintenant, je crois que c'était 2006-2007, j'avais envie de jouer, etc. Je me suis mis progressivement, j'ai débuté. Au début, c'était pas génial, je dois avouer que j'ai pas mal perdu au début. Mm-hmm. Puis je progressais au fur et à mesure, je me suis inscrit sur les divers forums, j'ai progressé au fur et à mesure. Et là, j'ai grimpé les échelons. Je pense que après, c'était en 2010, j'ai rejoint la team Best Kicker, un site de coaching qui s'était lancé à ce moment-là, et je faisais partie de l'équipe qui a un peu lancé le site et avec qui on a démarré. Donc là, j'ai rejoint Best Kicker en 2010. Je commençais déjà à faire quelques résultats quand même pour justement les rejoindre. J'avais quelques résultats en MTT sur les .com qui étaient assez intéressants. Et pour moi, personnellement, c'est vraiment à ce moment-là la charnière année 2010, c'est-à-dire je dirais plutôt mai 2010, décembre 2010, où j'ai vraiment le plus progressé sur les mtt.com, où j'ai vraiment progressé toutes les limites et que je suis monté aux plus hautes limites à ce moment-là. Et je me suis fait connaître à peu près à ce moment-là par le biais des forums et par le biais de Best Kicker et des vidéos que j'avais faites. Et ensuite, début 2011, toujours pareil, sur Club Poker principalement, j'ai commencé à me faire connaître de plus en plus par le biais de mes résultats qui commençaient à devenir de plus en plus régulier, chatter en série, quoi, on va dire. Et nous on dit maxi pouce là-dessus, chatter en série, on appelle ça maxi pouce. Maxi pouce, ouais. C'est notre coach ultra chatter en série. Voilà, donc j'ai fait des bons chattages en série progressivement, surtout sur Full Tilt. Je crois qu'après c'était début 2011, si je me souviens bien, ils ont lancé les multi-entries, si vous vous souvenez bien. Ouais. Donc moi le dimanche soir sur les 640 multi-entries, je me faisais bien plaisir et j'ai fait 2 belles tables finales dessus, donc j'étais bien content. C'était le petit brag passé au passage, quoi. Et ensuite j'ai été c'était très marrant l'opération Bwin Poker Hero parce que je me suis inscrit vraiment au dernier moment en fait. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait des profils qu'on faisait sur internet et puis on devait inviter les amis à voter pour nous, etc. Et les 20 premiers étaient invités pour la finale. Ouais. Si vous vous souvenez à peu près du truc, et puis il y avait également des qualifications en ligne, etc. sur le circuit, enfin sur les tournois, genre les leaderboards, etc. qui étaient invités. Et en gros, je me suis inscrit genre la dernière semaine et j'avais pas envie de spammer Facebook, spammer tout le monde, spammer tous mes amis, tout ça, ça me saoulait un peu. Mais j'ai quand même créé un profil parce que je me suis dit c'est dommage de passer à côté de cette occasion d'avoir un contrat en coaching, enfin un contrat sponsoring pour le live, parce que je commençais à me mettre de plus en plus au live et je voulais faire la transition. Et le jury m'a repéré et ils m'ont invité directement en fait. Je faisais partie de 5 repêchés du jury qui ont été invités pour cette opération. Et on a fait la finale à Paris, donc j'ai bien chatté quoi. J'ai même pas besoin de passer par les votes ou tout ça, par le vote du public, etc. C'est le jury qui m'invite directement. Je faisais partie de 5 personnes invitées, dont Ronan Montfort également et quelques autres personnes connues. Bon, t'as couché là. Cool. Ouais, voilà, j'ai couché quoi. Et donc la finale à Paris qui se passe, je crois que c'est le tournoi qui s'est passé le mieux passé de toute ma carrière quoi. Honnêtement, j'ai chaté tous mes trucs. Il était bien turbo en plus, je crois de mémoire, non? Bien turbo, bien hyper turbo, ouais. Et j'avais quand même demandé à ralentir un peu la structure. J'avais réussi à la faire allonger. Pour la petite histoire, le heads up a duré 1h30 quand même pour un tournoi turbo. Ah ouais. Ouais, ça va, il y a un peu de profondeur quand même alors. Un peu de profondeur. On a fini à 5 bébés à virage, mais heads up d'1h30, c'est quand même propre. Sur un turbo qui a duré 8 heures au total.
Donc j'ai chaté le tournoi. Le lendemain, j'ai réussi à convaincre le jury sur le casting que je pensais être le meilleur à ce moment-là et le plus adéquat pour eux. Et du coup, ils m'ont choisi, ils m'ont pris. Et voilà, contrat de sponsoring. Et ce qui m'a permis d'améliorer ma transition live, que j'abordais déjà un petit peu, mais ça a été plus facile par la suite, forcément. La hauteur du contrat, pour ceux qui l'auraient raté? Un contrat de 100 000 €. Ok, ça aide à faire un beau circuit, quoi. Ça aide à faire un beau circuit, ouais. Ok. Alors, excuse-moi, c'est amusant, c'est parce que on a quelqu'un aussi qui est assez présent dans la communauté, Élie Payan, qui a, que je connais bien, ouais. Que tu connais sûrement, oui, et puis qui est, bon, on répète pas qu'il a gagné un bracelet, mais lui aussi, il a pris un contrat de sponsoring. C'était aussi passé un petit peu, lui, il a spammé Facebook, et puis il a fait des choses comme ça, quoi, mais il avait aussi cet aspect sociable, comme ça, les social media, c'est vraiment de plus en plus fort. Et puis, même quand on discute avec Gabriel Nassif, il nous expliquait aussi que le fait d'être actif sur les communautés de poker, tout ça, ça avait aussi, c'est aussi primordial, et c'est aussi ce qui l'a aidé à passer le pas pour avoir son sponsoring, décrocher son sponsoring, c'est chez Stars. Donc ça, c'est un petit clin d'œil pour tous ceux qui se tiennent mal sur les forums, et pour tous les coachs qui rêvent de percer, ben continuer, c'est une étape à passer. Ouais, mais de nos jours, je pense que l'aspect social est primordial, et c'est même plus non négligeable, c'est primordial et nécessaire. Ouais. Pour obtenir un contrat de sponsoring. Ok. Ton circuit, j'avais dit que je laissais parler Thibaut, donc je laisse les Thibaut entre eux. Allez, je me tais, je vais repasser mes chemises. Ouais, non, moi j'avais une petite question sur donc tu parlais de tes débuts là. Donc ton tournoi, le contrat de sponsoring, ça s'est gagné sur un tournoi. Est-ce que t'as commencé par des tournois ou t'as commencé par du cash? Historiquement, j'ai commencé par du cash il y a très très longtemps. Ouais. À mes tout débuts, j'étais vraiment en cash. Je me souviens même, j'étais monté il y a genre 4 ans de ça, j'étais quand même monté en NL200, donc j'étais assez fier de moi, quoi. Mais j'ai fait la transition en tournoi assez rapidement, et finalement c'est plus en tournoi que je dirais que j'ai pris plus de plaisir et entre guillemets explosé, et finalement au fur et à mesure j'ai trouvé que finalement je progressais plus en tournoi, et qu'en cash ça me plaisait moins. J'avais tendance à spew un peu trop, genre tu sais quand tu grindes pendant tout le mois et t'as une session de merde où tu spew tous tes gains du mois, quoi, en une journée, ouais. Voilà. Et alors que finalement en tournoi, je trouve que tu vois, quand il y a un truc qui se passe mal sur une table, sur les autres tables, c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas les mêmes dynamiques, c'est pas les mêmes histoires, c'est pas le même tournoi, c'est pas les mêmes limites. Et finalement, j'arrive mieux à compartimenter, alors que j'ai beaucoup plus de tables, c'est ça qui est bizarre, mais j'arrive mieux à compartimenter mes tournois, et finalement, je me suis plus mis dedans et j'ai plus progressé, et au fur et à mesure, j'ai fait de la transition tournoi totalement. Et qu'est-ce que tu penses être la qualité justement que t'as pour les tournois et que t'as pas forcément pour le cash? Pour toi ou en général, une qualité qu'il faudrait quelque chose qui est indispensable pour être un bon joueur en tournoi et que t'as pas, qu'il faut pas nécessairement en cash? Je suis pas sûr. C'est plus le tilt control, ouais. C'est vraiment, c'est à chacun des joueurs de voir comment ils réagissent par rapport au babit, par rapport aux dynamiques, etc. Moi, j'aime bien les tournois parce que ça change énormément. C'est pas tout le temps exactement la même chose. Alors que finalement, le cash, même si on peut dire qu'il y a plusieurs possibilités, et c'est vrai qu'une fois qu'on est 200 BB deep, ça n'a rien à voir par rapport à 100 BB deep, mais c'est pas tout le temps que ça arrive, excusez-moi. Et ok, en heads up, c'est très différent, il y a beaucoup de dynamique, mais je trouve qu'en cash, quand la vision que j'ai moi du cash quand je l'ai joué, c'est-à-dire quand je faisais du 24 tabling de full ring, quoi, c'est que c'était un peu en bot et toujours la même chose, alors que finalement en tournoi, j'ai plus de dynamiques différentes. C'est plus cette variété qui m'apporte moins de monotonie entre guillemets, quoi. Ok. Après, c'est vraiment à chacun de voir comment il se sent, etc. Est-ce qu'il va être capable, où est-ce qu'il va le moins spew, où est-ce qu'il va le mieux se détacher de l'argent, de la valeur des jetons, etc. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, je pense que c'est à peu près les mêmes qualités, mais c'est juste que c'est un feeling. Il y a des gens qui sont plus cash. Ouais, voilà. C'est pas du tout le même profil de joueur. Enfin, un joueur cash, c'est endurant presque, et tu vois, un joueur de tournoi, c'est un peu l'esprit compétitif et tout. Enfin, je trouve ça vraiment différent, mais je pense que les qualités sont les mêmes, quoi. Les qualités sont les mêmes, c'est juste voir où est-ce qu'on est le plus fort, entre guillemets, et qu'est-ce qui nous convient le plus. Et je pense qu'il y a a priori, où c'est vrai que si on est un très bon joueur de cash, on réussira très bien en tournoi, ce qui est pas forcément le même cas pour les très bons joueurs de tournoi, mais de nos jours, les joueurs de tournoi ont beaucoup évolué, et le jeu en tournoi a énormément évolué par rapport à ce qu'il était il y a 3 ans. Et
pas encore rattrapé le jeu de cash, mais a quand même vraiment progressé. Quand tu parles des jeux de tournoi, tu parles qui ont changé, tu parles du live et online en même temps. Pourtant, il y a des différences, mais le jeu live et le jeu online n'est pas le même, mais pourtant les deux ont évolué, les deux ont progressé. Par exemple, je veux dire, tu regardes il y a 5 ans, la finale EPT il y a 5 ans, ça se jouait 8 BB deep d'average, quoi. Je dis ça maintenant, les gens vont pas me croire et ils vont dire c'est pas possible, mais si vous regardez les premiers EPT, enfin on n'est plus dans les premiers, il y a 5 ans, c'était quoi, saison 8 là je crois. Ouais. Les saisons 2 et 3, tu regardes les tables finales des saisons 2 et 3, c'était entre 5 et 10 bébés les tapis, quoi. Alors que maintenant, bon, à part la grande finale qu'il y a eu là, les tables finales Berlin ou Madrid ou même Barcelone, tout ça, les tables finales, t'as 40-50 bébés deep à l'avérage en table finale. C'est pas du tout le même jeu. Et il y a une grosse progression de ce côté-là. Et je pense que c'est ça qu'il faut regarder. C'est pour ça que je dis qu'il y a eu une progression, c'est qu'il y a beaucoup plus de profondeur et des tournois qui sont beaucoup plus longs maintenant. Et online, c'est pareil. On se retrouvait avant avec des tournois où l'étape finale était 15 BB deep grand max, et maintenant on a des étapes finales qui sont à 30-40 BB deep, et c'est pas du tout le même jeu. C'est beaucoup plus compliqué entre guillemets. À partir d'une certaine hauteur de buy-in quand même. À partir d'une certaine hauteur de buy-in, bien sûr, et sur certains tournois. Ouais. C'est pas tous les tournois, bien sûr, mais. C'est souvent le cas, mais c'est pas tout le temps le cas, justement. On a eu Lucille Cailly il y a 2-3 semaines qui nous disait justement que sa table finale, elle a demandé à rajouter un niveau supplémentaire parce que justement c'était pas assez deep, quoi. C'était super étonnant sur un truc comme le PT Monte Carlo. C'est pour ça que j'ai fait l'entre-parenthèse. C'est vrai que la table finale de Monte Carlo était particulière, mais c'était dû au fait que justement juste avant il y avait vraiment eu la période bulle de table finale qui a duré une éternité. J'étais sur place aussi, et moi j'ai relais toute la table finale et toute la bulle de table finale, et ça a duré 6 heures pour passer de 10 à 8 joueurs, quoi. C'était hallucinant. Ah, on t'avait aperçu avec les perruques blondes et tout. Ouais. Et pour la petite histoire, c'est moi qui suis allé les acheter, les perruques blondes en plus. Ah oui, c'est vrai qu'elle racontait ça. Elle avait été très touchée par ce geste d'ailleurs. Elle a dit que c'était très très drôle. Je me suis bien amusé à faire ça. Mais donc pour revenir à la table finale, en fait, au lieu où normalement sur ce genre de tournoi, ce qui est prévu quand même, enfin ça suit quand même un plan et c'est très prévisible, hein, les éliminations sur un tournoi finalement, et où normalement passer de 10 à 8 ça doit prendre genre 2 niveaux grand max, là ça en a pris 6 ou 7, là on perd 4 ou 5 niveaux dans la structure, c'est juste dramatique pour la structure ensuite, quoi. Et c'est pour ça qu'après en table finale on s'est retrouvé un peu embêté, mais après si vous regardez la table finale, après une fois qu'ils étaient plus que 3 ou 4, ça redevenait à peu près profond. Finalement son heads up elle avait 40 BB quand même. Ouais, le heads up, ça allait, ouais. Il y a une question dans le chat, c'est Meclay qui demande qu'est-ce que t'as apporté ton contrat autrement que l'aspect financier. Il y a des contraintes, des côtés positifs, des côtés négatifs. Ça change quoi un petit peu dans ta vie, à part que t'es bloqué le jeudi soir pour donner des interviews par exemple? La principale chose que ça a changé dans ma vie, c'est que finalement c'était moins de pression quelque part, ou une pression différente en fait. C'est pas tellement moins de pression, parce que maintenant j'ai un peu, entre guillemets, l'impression d'avoir une pression de résultat pour justifier. Par rapport à ton sponsor? Ouais. Voilà, par rapport à mon sponsor. Mais c'est plus, j'ai moins de pression financière, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai pas à trimer, genre, je sais pas, je suis en downswing, c'est mon 5e dimanche que je fais pas de thunes, et que voilà, et comment je vais payer les pads demain, ou comment ça va se faire. Non, c'est bon, tout ça, je sais que mon inscription des 5 prochains tournois, les 3 prochains mois sont payés, je sais que je vais pouvoir jouer, pas de soucis, je sais que je vais faire quelque chose, je vais pas me poser de questions, ou genre est-ce que dans 3 mois je vais participer au Partouche, putain c'est cher quand même, Partouche ça fait quand même ça fait un budget quoi, hein, sur la semaine. Non, tu vois, je sais que je vais pouvoir participer, ça, etc., c'est cool. C'est des questions en moins et c'est des soucis en moins entre guillemets. Après il y a d'autres soucis qui viennent, mais c'est vraiment, ça enlève une grosse pression financière, même si ça apporte d'autres pressions derrière. Et c'est moins de stress, c'est un jeu plus dégagé, moins stressant, et finalement ça permet de jouer mieux, je trouve. Ça m'a permis d'améliorer, d'avoir un jeu plus libéré, j'ai envie de dire. Pas foufou, c'est quelque chose qui revient souvent. Enfin, moi je connais pas mal de joueurs pros qui n'ont pas de sponsoring et qui nous disaient justement que il y a aussi une espèce de
de différence entre quelqu'un qui a un sponsoring et quelqu'un qui n'a pas, et cette légèreté pour jouer le A-game, et que ça ils le sentent. Et bon, c'est peut-être aussi parce qu'ils sont tous envieux, mais souvent ils disent que voilà, le joueur qui est sponsorisé va peut-être pouvoir se lâcher un peu plus. Est-ce que tu le sens aussi, ce soulagement, tu le sens aussi même stratégiquement sur certains coups? C'est-à-dire que tu vas peut-être prendre un flip alors que une autre fois tu l'aurais peut-être pas pris, ou des choses comme ça. Est-ce que ça va à ce point-là, ou c'est juste quelque chose? Je sais pas si ça irait à ce point-là. En tout cas, moi, j'ai pas eu l'impression que ça allait jusqu'à ce point-là. Peut-être que ça y va inconsciemment, mais consciemment, je pense pas. Il m'est jamais arrivé de me dire ouais, je vais pas prendre ce flip parce que ça représente de l'argent, etc. Ou oui, je vais le prendre parce que je suis sponsor, j'en ai rien à foutre. Ça, mais c'est pas directement par rapport à l'argent, c'est par rapport, je veux dire, c'est pas directement quand tu penses, ouais, c'est pas au buy-in que tu penses, mais c'est tiens, quand est-ce que je peux rejouer, quoi. Voilà, tu viens t'inscrire, tu viens de payer 10 000 euros au tournoi, voilà, tu viens le sortir de ton porte-monnaie, et puis voilà, t'as une décision difficile, et puis si ça passe, bon, tu rentres chez toi, et puis tu sais que tu pourras pas te repayer un buy-in pas avant 4-5 semaines si tout va bien, ou alors tu peux rejouer dans 2 jours, parce que de toute façon t'as un sponsoring, ça c'est dans ces moments-là. Après, tu vois que ça peut faire la différence. Le sponsoring, c'est pas illimité non plus, hein. Ouais. Enfin, tu dis 10 000 euros, j'ai un sponsor de 100 000, ça fait 10 tournois grand max. On va en faire un tous les 2 jours, tu vois. Et en parlant de ça, tu te sers aussi de cet argent de sponsoring pour jouer en ligne, ou t'as d'autres accords pour ça? C'est juste pour le live? En fait, c'est juste pour le live. C'est juste pour le live, ok. C'est uniquement pour le live. Sur le link, c'est sur mes fonds, et même pour le live, ça couvre pas totalement tout, je t'avoue, parce que enfin, j'ai été un petit peu ambitieux cette année. J'ai eu un gros budget pour l'année globale, et ça couvre une bonne partie quand même, je vous rassure, mais j'ai dû rajouter un peu de ma poche à droite à gauche quand même. Ok. Et je m'en plains pas, hein, ça s'est bien passé quand même. Donc, qu'est-ce qui te reste à faire là maintenant? Tu pars quand à Vegas? Parce que je te demande pas si tu vas à Vegas, je te demande tu pars quand à Vegas. Je pense que c'est. Je pars à Vegas le 8 juin. Le 8, ok. Le 8 juin, figure-toi que c'est mon premier Vegas. Ok. J'ai prévu un tournoi de 5 semaines de tournoi en plus, quoi, pour mon C'est ton premier Vegas en tant que joueur, ou premier Vegas dans l'absolu? T'es jamais allé à Vegas, ou? Tout court. Figure-toi que j'ai été refoulé l'année dernière à la frontière, en fait. Ouch. Donc, paye ton bad beat d'entrée, hein. Accessoirement, je venais fraîchement d'être sponsorisé par Bwin. Premier tournoi qui me paye, c'est Vegas, le main event. Et, la veille du main event, j'y vais, je prends l'avion, tout ça, au dernier moment, quoi, parce que on venait de signer le 5-6 juillet, je sais plus, enfin, quelque chose comme ça. Et je me suis fait refouler pour passeport endommagé et abîmé, et donc voilà, tu justifies à ton sponsor que non, tu peux pas faire dans le premier tournoi qu'il te paye parce que t'as un sponsor. Moche. Ça commence bien déjà pour l'image, pour la justification et pour la pression. Ça devait être sympa le coup de fil là. Ah, c'était assez affreux, ouais. Il y en a un qui remarque que tiens, pour une fois, t'as pas chaté sur ce coup-là. Non, j'ai pas chaté sur ce coup-là, mais pour une fois, faut répartir la chatte, tu vois. Faut prendre des bad beats de temps en temps et les accepter, et comme ça après, je sais que je vais avoir des bons coups de. Et il y a beaucoup de joueurs du circuit qui disent que tu gagnes tous tes flips. Objectivement. Ouais, objectivement, je pense que je gagne beaucoup plus de flips que j'en perds, et surtout je gagne les flips importants et je perds les flips les moins importants. C'est beau, c'est ça qui est très très beau. Moi, ouais, franchement, enfin, il y a plein de tournois où j'ai perdu aucun flip, quoi. J'en ai joué genre 10 ou 15, quoi. C'est hallucinant. Faut que tu fasses attention, pas que Rémi Béchel te coince dans un couloir, parce que. C'est vrai que c'est là. Parce que lui, c'est l'inverse. Mais Rémi Béchel, on a fait une partie de poker chinois, mais c'était hallucinant ce que je lui mettais, mais il déchatte comme pas possible, et moi. Avant qu'on continue sur ton programme à Vegas et à venir pour cette année, une petite parenthèse, un petit flashback, parce qu'il y a la bonne leader, un poker stratège, qui nous demande que tu racontes vite fait un petit peu ta TF à Amnéville, un petit peu pour pas de rôle tournoi, et puis il rappelle que il demande si t'as des regrets, parce qu'il y a Idriss Ambrès qui avait dit que t'étais meilleur qu'Adrien Alain, quoi. Donc comment tu l'as vu, toi? Moi, honnêtement, à la table finale, à ce moment-là, je trouvais qu'Adrien Alain était meilleur que moi. Dès le début de la table finale et tout le long de la table finale et jusqu'à la fin. Je veux dire, honnêtement, quand j'ai vraiment, moi, mon seul regret, j'ai pas de regret personnellement sur le jeu que j'ai eu à la table finale, étant que j'ai pas eu de jeu.
Enfin, je crois que j'ai eu le plus gros désert de cartes que j'ai jamais eu pendant cette finale, et quelque part faire 3e en ayant ce désert de cartes, j'en étais extrêmement heureux, quoi. Ok. Et donc ça, c'était un peu de ce côté-là. Après, non, j'ai pas de regrets personnellement. Si, enfin, je suis un peu déçu de pas avoir gagné, forcément. Je suis très content qu'Adrien ait gagné parce que c'est un bon pote, donc c'était cool. Enfin, j'avais pas l'impression d'être meilleur que lui ou ça. Je trouvais que justement il maîtrisait mieux que moi justement cette fin. Il avait l'impression d'avoir pas de pression du tout, lui. Et même si moi j'arrivais à m'en détacher un peu, je trouvais que je subissais un peu plus que lui. Et moi je trouve que sa victoire est méritée et que ma troisième place est méritée également. Bon, bah voilà. Ok. Pour revenir sur un autre tournoi, c'est les FPS Evian. Oui. Là, tu fais la bulle de l'ATF, c'est un peu plus sick, quoi. Ouais, c'est un peu plus sick, c'est un peu plus frustrant ce truc-là. Ça m'aurait fait plaisir de faire une belle perf à ce moment-là en termes de sponsor, tu vois, en termes de pression sponsor, ce qu'on disait tout à l'heure. L'idée de faire un résultat pour son sponsor et pour soi également, et psychologiquement faire une perf à ce moment-là en termes de timing, c'était parfait, quoi. J'aurais été vraiment très content à ce moment-là de faire cette perf, et surtout sur Evian, ça, qui était un tournoi très sympa. Et je pense que en plus, enfin, j'avais vraiment bien maîtrisé le tournoi. Enfin, la bulle, c'était passé vraiment parfait. Le D1, D2, très très bien, quoi. Bon, un bon moment au D1, mais D2, vraiment très bien. J'avais commencé très gros, j'avais fini très gros. D3, enfin, voilà. Et ouais, je fais la bulle TF sur la fin. Ouais, tu passes un petit paire de 2 contre paire de 5. Ouais. Bon, pour l'histoire, son call paire de 5, il est un peu tendu quand même, mais Ah, justement, tu peux raconter le coup. Enfin, il y a pas mal de monde justement qui disent que c'est un peu tendancieux. Ouais, bah il y a je sais plus son nom exact, c'est Peter de Mulder, je crois, Mathias, ouais. Mathias de Mulder qui ouvre genre UTG avec genre 17 bébés il a genre 17 bébés de stack et il ouvre UTG, donc je sais pas si vous imaginez, là, il a été super neat, super tight, je sais pas si vous imaginez sa range d'open à ce moment-là, quoi. Ouais. Moi je suis bouton, je dois avoir genre 15 bébés aussi, je me souviens plus exactement à ce moment-là, peut-être 12, je dois avoir moins que ça parce que pour que je chauffe, c'est que je dois avoir beaucoup moins que ça, je dois avoir genre je crois que t'as 11. Ouais, 11 blindes, ouais. Ça me paraît plus raisonnable. Donc j'ai 11 blindes, j'ai paire de 2 au bouton. Je décide de chauffe, ce qui est borderline déjà, c'est pas génial. Bien qu'il soit très neat, tu chauffes quand même les deux. Et je pense que j'étais vraiment encore plus neat que lui à ce moment-là. Et je pense qu'il va être capable de fold pas mal de mains, genre paire de 7 et As-Valet, As-10. Alors qu'il pourrait être commit, mais je pense qu'il va se rendre compte que ma range va être vraiment beaucoup plus... Normalement, je chauffe genre paire de 8+, tu vois. Et j'estime qu'à ce moment-là, j'ai vraiment une image encore plus nette que lui. Je sais qu'il a une image nette. Il sait que je sais qu'il a une image nette, etc. Ouais. Et du coup, je me dis qu'il va passer pas mal de trucs et que mon shove est borderline positif, mais qu'il est jouable et qu'au pire, enfin, il a. Au pire, tu perds jamais un flip, quoi. Ouais, de toute façon, tu perds jamais un flip. Je pense qu'il aurait fold ses paires de 6 moins. Donc il a toujours As-Dame et je vais gagner le flip, quoi. Donc je me dis que le shove est borderline, mais que j'ai 11 blindes et je commence à en avoir marre de me laisser mourir depuis tout à l'heure parce que j'ai pas de main, quoi. Et je décide de shove à ce moment-là, quoi. C'est borderline, mais c'est jouable. Ça doit pas être beaucoup EV-. Je pense que c'est légèrement EV-, mais ça doit être EV0, honnêtement. Et là, en big blind, il décide de... je crois qu'il rechauve avec sa paire de 5, c'est ça? Ouais, c'est ça, il rechauve avec les 5, ouais. Il rechauve avec les 5, et moi j'aime pas du tout, je t'avouerai, parce que, enfin, c'est quoi ma range pour shove ici au bouton, quoi? Genre, enfin, je l'ai dit, normalement, moi je chauffe genre paire de 8+, et As-Dame suited plus, tu vois. As-Dame off plus, à la limite. Donc, paire de 5 contre cette range, t'es juste crush, quoi. Et faut pas oublier qu'il y a encore Mathias derrière qui a de temps en temps une main. Je veux dire, sa range de fold, genre, il va pas fold plus d'une fois sur deux, quoi. Déjà, s'il fold une fois sur deux, c'est juste énorme. Je veux dire, sa range derrière, sa range d'open, même si on imagine que c'est paire de 5+, As-Valet plus ou As-10+. Je pense pas qu'il ouvre beaucoup plus que ça, Roi-Dame peut-être. Mais il va pas s'amuser avec 17 blindes à ouvrir des Valets 10 ou des trucs comme ça qui va fold derrière, quoi. Donc, ouais. Donc il a, enfin, si on imagine que derrière, ok, son raisonnement c'est ouais, mais je vais faire fold plein de trucs chez Mathias, ouais, mais ok, mais tu vas faire fold plein de trucs, mais s'il a open que paire de 8+ et As-Valet et qu'il te call avec Valet plus et As-Roi, ça fait encore un tiers de sa range, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, surtout qu'en plus derrière, après il a les cotes, il a plus grand chose à rajouter, je crois qu'il a 10 bébés à rajouter, un truc comme ça. Ouais, voilà, c'est juste énorme, et enfin c'est pas, donc
voilà, t'as Mathias qui va call une fois sur 3. Même quand il colle pas, t'es au mieux en flip quand t'as de la chance contre Marange et le plupart du temps t'es crush. Enfin là, il chatte juste le 5% du temps où Mathias fold et où il me domine moi quoi. Il chatte vraiment le 5% du temps où j'ai fait un truc de merde et où Mathias a fold derrière et où il est devant et on sait pas pourquoi quoi. Ouais, donc bon move EV- quoi. Moi pour moi c'est extrêmement EV- quoi de sa part. Ouais, mais bon, il a sous-estimé. Il a sous-estimé que le 2 est tombé, c'est ça, non? Ouais, le 2 est tombé. Mais ça c'est. Voilà, après, en plus, tu rechauffes après quelques mains après avec encore paire de 2. Deux mains derrière, ouais, deux mains derrière, juste derrière quoi. Quand je suis en big blind ou small blind, je crois. On était 50 dead après. Je venais de doubler, j'étais à 22 blindes et pour moi c'était un shove aussi. C'est un peu plus borderline. C'est je sais plus comment elle s'appelait la fille qui était avec nous. Véronica, je sais pas quoi. Véronica, c'est celle qui gagne, non, je crois. Ouais. Qui open au bouton, qui était très agressif. J'avais genre 22 blindes parce que je venais de doubler, 20 blindes. Paire de 2, pour moi c'est un chauve. J'ai même pas réfléchi, j'ai snap. Ok. Bon, en plus, tu viens de chatter les 2 avant, donc pourquoi pas? Ouais, voilà, pourquoi pas 2 fois. Bah, justement, j'ai hésité, tu vois. Quand j'ai vu encore les 2, j'ai fait, pas 2 fois d'affilée. Attention, fais-le pas, ça marche jamais 2 fois. C'est paire de 2 quand même, ça peut passer, quoi. Bon, je l'ai fait, elle a les 8, forcément, elle colle aussi, quoi. Elle réfléchit pas longtemps. Et, pas 2 fois, quoi. On a senti un petit peu dans ton raisonnement, le raisonnement de joueur de poker, mais aussi, aurais-tu quelques affinités avec les maths? Bien sûr, oui, c'est petite transition. Ouais, je suis un ancien prof, donc forcément j'ai un peu de facilité avec les maths, on va dire. Ok. Ancien prof de maths et info à l'université. Ouais. Okay. Et de logique et d'algorithmique et tout ce que tu veux. Donc ça aide un petit peu. Ça m'a aidé surtout à mes débuts, je t'avouerai. Ouais. Beaucoup moins maintenant. Je pense que je connais des très bons joueurs qui s'en passent totalement. Ça m'aide un peu encore. Ça m'a aidé surtout à mes débuts, en fait. C'est pour les joueurs débutants ou les joueurs qui commencent, surtout les joueurs en sit and go qui veulent masse multitabler, ce genre de trucs. Être bon en maths aide au début, quoi, surtout. C'était sympa. Ok. Est-ce que tu penses qu'il y a autre chose, une condition sine qua non qui fait que tu dois avoir cette capacité pour perfer? Genre BRM ou la psychologie, être bon psychologiquement ou justement les maths. Est-ce qu'il y a une de ces 3 choses par exemple que tu penses être obligatoire à avoir? Pour perfer ou pour survivre? Plus pour perfer parce que survivre c'est pas le but premier d'un genre de poker. Moi j'aurais dit pour survivre parce que pour perfer il suffit de passer ses flux. C'est vrai que le BRM pour perfer tu vois ça sert à rien quoi. Tu peux jouer au loto, tu peux jouer à l'euro million et tu peux perfer, tu peux gagner le Sunday million et on en a vu des joueurs qui jouaient leur 10e tournoi et qui gagnaient le Sunday million, tu vois. Ouais. Et ils ont pas de PRM, mais ils ont pour gagner sur le long terme quoi, pas forcément pour chatter un tournoi mais voilà. Donc si tu parles pour gagner sur le long terme et donc vivre et survivre et vivre long terme, je pense que le BRM est la chose la plus importante qui soit de loin. Il y a quelques rares joueurs qui arrivent à vivre correctement sans BRM et à devenir bons au poker sans BRM, mais ils sont extrêmement rares. Et pour chaque joueur qui perf sans BRM, il y en a 50 000 sans BRM qui perfent pas et qui s'enfoncent vraiment et qui se broquent totalement. Je pense que vraiment la leçon la plus importante, c'est vraiment le BRM, je crois. Ensuite, je dirais que les maths sont un peu... Ça dépend ce qu'on joue, je dirais. Genre, si vous jouez plus sit and go, tournoi, je pense que les maths ont un peu plus d'importance que la psychologie. Si vous jouez heads up, forcément, la psychologie aura plus d'importance que les maths, mais les maths sont quand même importantes et peuvent vous aider. Enfin, je pense qu'il y a besoin des maths, il y a besoin de la psychologie. Si vous êtes bon dans l'un des deux, ça peut compenser le fait d'être mauvais dans l'autre. Ok. Ouais, bon résumé, sympa. Il y a une question sur le chat, Kana qui dit qu'il est en L3 maths info et qu'il hésite entre faire chercheur, prof ou joueur de poker. À ton avis, qu'est-ce qui est le mieux? Chercheur en France ou à l'étranger? Joueur de poker en France ou à l'étranger? Joueur de poker en France ou à l'étranger? Je sais pas, s'il est encore en L3, je dirais que passer son
son accréditation et faire prof, c'est pas mal, c'est une bonne voie. Il peut cumuler aussi, hein. Finalement, c'est pas mutuellement exclusif. Hein. Moi, je t'avouerais que si j'étais pas une grosse feignasse, je serais actuellement chercheur et joueur de poker. Mais je suis, j'avais pas envie de faire les deux en même temps et j'ai décidé de quitter mon boulot à l'Uni pour faire joueur. Mais je pense qu'il est largement faisable de cumuler et un boulot, surtout qu'un boulot de prof, hein, pour l'avoir fait, je peux le dire, hein, je peux taper dessus, 20 heures par semaine, hein, on peut largement du temps de jouer à côté. Et oui, on peut largement être prof et joueur à la fois. Petite question privée, Thibaut, tu as quitté ton job à l'université, ton job de prof à l'université, pour devenir joueur de poker. Dans l'entourage, c'était quoi les premières réactions? Mais t'es malade. Surtout ma copine. La première réaction de ma copine, c'était je t'avais dit de pas le faire. On était d'accord, jamais tu deviendrais joueur de poker, jamais tu quitterais ton boulot. Oups. Ouais, c'est les réactions habituelles un peu. Ouais, tant pis, c'est comme ça, c'est une décision que j'ai décidé de prendre. Au début, je me suis donné des objectifs sur 1 an et c'est passé, donc on continue et voilà, ça se passe bien. Mais je pense pas que je vais faire ça éternellement, je vous avouerai. Ok, donc un retour dans l'éducation? Je sais pas encore, mais un retour dans la vie active probable d'ici quelques années, je pense. Okay. Peut-être l'éducation. Ok. Petite question pour changer de sujet, pour revenir au poker live. Est-ce que on est entre nous, personne t'écoute. Est-ce qu'il y a un joueur que tu détestes, que tu veux, que t'aimerais bien ne plus avoir à table ou quand t'arrives à... Ok, voilà. On le répétera pas. Et on demandera pas pourquoi. Honnêtement, j'ai rarement des problèmes avec les joueurs. Je crois que c'est d'ailleurs un des rares avec qui m'a posé problème. Non, globalement, ça se passe assez bien avec la plupart. Okay. Mais c'est vrai que les joueurs comme ça, un peu exubérants, un peu agressifs en fait, c'est pas très drôle. J'aime bien passer du bon moment, faut que ça reste fun, ça reste un plaisir. On vend du rêve un peu, donc autant vendre du rêve, quoi. C'est vrai. Ah bah t'en fais rêver là. Il y en a même il y en a un qui nous demande, il faut que je retrouve. Voilà, il veut se lancer dans le poker. Et puis, si tu devais lui donner un conseil pour débuter, attends, je retrouve plus sa question, mais en gros voilà, il veut se lancer dans le poker, il veut percer dans le poker. S'il y a un conseil à lui donner entre commencer cash game, commencer MTT, voilà. On peut commencer ce qu'on veut, ce qui compte c'est respecter les limites, respecter le BRM, c'est vraiment le conseil le plus important, quoi. C'est miser de l'argent qu'on peut se permettre de perdre, entre guillemets, qu'on a déjà perdu, et étudier, lire les forums, lire les vidéos, vous regardez des vidéos, pas forcément prendre du coaching personnalisé parce que bon, on peut pas forcément commencer par ça, mais lire tous les différents forums qui existent sur internet, tous, Club Poker, Stratégie, Best Kicker, etc. 2+2. Regardez toutes les vidéos, c'est vraiment Internet, il y a énormément de contenu, faut profiter de tout ce contenu qui existe et assimiler tout ça assez rapidement. Sinon, on peut pas faire ça dans son coin, faire sa petite sauce dans son coin et réinventer la roue tout seul, quoi. Et en plus, ce qui est bien dans les communautés de poker, il faut bien s'en rendre compte, c'est que le poker évolue aussi, quoi. Le poker d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le poker d'il y a 5 ans et on peut même aller plus loin. Ça bouge très très vite, quoi. Même ça bouge très très vite sur les gros tournois, même avec comparé avec l'an dernier, où ça va très très vite de tournoi en tournoi, ça évolue, quoi. Je dirais même que honnêtement, pour moi, il y a des cycles qui font genre 4 mois ou 6 mois grand max. Hein. Le poker évolue à une vitesse folle et ça se joue pas pareil maintenant qu'il y a 6 mois ou qu'il y a 6 mois avant. Et un autre bon conseil également pour progresser, c'est essayer de trouver des groupes de joueurs de son niveau, pas forcément du niveau au-dessus ni du niveau en dessous, mais vraiment de son niveau et de ses limites et échanger avec eux. Et c'est comme ça qu'on progresse le mieux, je pense. C'est en échangeant avec des joueurs de son niveau et tous les meilleurs joueurs qu'on voit actuellement, c'est des joueurs qui étaient entourés d'autres derrière, qui ont toute une clique de joueurs avec qui ils discutent et qui ont évolué avec eux. Il y en a un dans le groupe qui a perfé un peu plus peut-être parfois, mais finalement c'est le groupe qui a progressé ensemble. Et je pense que c'est vraiment la meilleure moyen de progresser, c'est d'être dans un groupe et de réussir à former un groupe qui soit du même niveau et à qui on partage énormément et avec lequel on échange le plus. Ouais, mais ça c'est vrai que ça se retrouve depuis tout le temps. Il y a toujours des petits groupes de joueurs ensemble qui travaillent, on les voit souvent
jouer les mêmes tournois, juste comme ça, on pense que c'est une bande de copains, mais en fait, ce qu'il faut voir derrière, c'est que voilà, c'est une passion qu'ils partagent et ils bossent ça, que ce soit chez eux, en Skype ou n'importe comment. Mais c'est vrai que des petits groupes de travail, ouais, ça se fait depuis tout le temps et puis apparemment, ça marche. C'est régulièrement parce qu'on partage l'expérience et par l'échange et la communication, c'est comme ça que l'être humain partage le plus et on magazine plus d'expérience, c'est par l'échange. Donc il faut vraiment échanger avec le maximum de personnes. Et l'avantage d'échanger avec des personnes du même niveau, c'est qu'on échange, on est sur le même plan de pensée et c'est pour ça qu'on évolue plus facilement en fait. On aurait tendance à dire finalement qu'il faut échanger avec quelqu'un qui soit meilleur que soi, mais en fait on comprendra pas forcément ce qu'il nous dit, il va pas forcément partager les mêmes choses, etc. Et finalement c'est problématique. C'est pour ça qu'il faut vraiment se trouver avec quelqu'un du même niveau et je regarde, c'est pas, pour moi, c'est pas un hasard que, par exemple, Paul Guichard, qui a beaucoup discuté, qui a toujours été avec Clément Tumi, est parfait. C'est parce qu'il a progressé avec Clément Tumi, qui est un très bon joueur, un des meilleurs joueurs français à l'heure actuelle. Et voilà, Paul l'a dit, il lui doit beaucoup, et c'est pour ça qu'il a parfait. Et aussi, il y a d'autres autour de l'entourage, dans ce groupe de joueurs, parfait également, et c'est parce qu'ils ont progressé ensemble. Est-ce que toi, t'as dû adapter ton jeu quand t'es passé du online au live? Ouais. Justement, on disait que c'était pas du tout pareil. Qu'est-ce que t'as dû faire pour l'adapter des petites choses? J'ai dû m'adapter à deux choses en fait, principalement. C'est petit 1 les joueurs et les styles de jeu et petit 2 la structure en fait. Je vais dire les joueurs, les styles de jeu, c'est-à-dire que les ranges de joueurs live sont pas du tout les mêmes, sans forcément stéréotyper, caractériser, genre ils aiment tous ou ils ont des ranges de 4 bêtes qui sont juste super nits. Non, ça c'est pas vrai, mais ils ont juste pas les mêmes ranges quoi. Et quand on dit 5% online et 5% live, c'est pas la même range, il y a pas la même chose dedans quoi. Sans rentrer dans les détails, il y a pas exactement les mêmes mains quoi. Et c'est ça qu'il faut adapter. Donc ça a été ma première adaptation où j'ai eu un peu de mal à faire, mais voilà. T'as mis du temps ça justement de changer de range parce que ça paraît pas évident quand t'as pris des habitudes depuis longtemps. J'ai mis beaucoup de temps, ouais, j'ai mis beaucoup de temps. Bon, accessoirement le live, ça fait des années que j'avais commencé avant. Hein. Par exemple, mon premier gros tournoi live, c'était en 2009 par exemple, quoi. D'accord. Ouais. Et, mais c'est vrai qu'il y a eu toute une période finalement 2009-2011 où j'avais déjà commencé à m'adapter. Mais j'avais beaucoup de mal et finalement mon contrat sponsoring est arrivé au moment où je commençais à avoir le déclic, donc ça s'est vraiment bien passé de ce côté-là quoi. En parlant d'adaptation, il y a Lucas qui nous demande dans le chat il nous dit qu'il est joueur online et qu'il aimerait bien maintenant passer au live et au cash game live et voilà, donc la première adaptation à faire pour lui, c'est s'il y en a une, on peut pas résumer tout en une fois, mais la patience. C'est la patience. Ok. C'est la patience. Ça, c'est la grosse adaptation live également que j'ai eu beaucoup de mal à faire, surtout que j'étais vraiment quelque part, je me suis vraiment spécialisé dans les tournois, mais je me suis également spécialisé dans le mass multitabling. C'est-à-dire que j'étais capable de jouer 25, 30, 35, 40 tables. Ok. Je me souviens vraiment, ouais, les multi-entrées, full tilt, c'était l'horreur. Le dimanche soir, j'ai fait des pics à 40 tables, quoi. Donc tu calcules, je sais pas, on fait 60 mains heure par table, tu fais plus de 2000 mains, ça devient juste la folie, tu fais 2000 mains heure sans problème quoi, facile. Et même quand je faisais du KGM avant, je faisais du 24 tabling full ring, c'est pareil, tu fais du 1500 mains heure sans problème quoi. Là, tu te retrouves en live et tu fais du 25 mains heure. Ouch. Tu vois. Là, finalement, tu vois, ça fait une demi-heure que t'as fold, mais en fait, t'as fold 5 mains. Ça fait 20 minutes que tu fold, mais en fait, t'as fold 5-6 bouses, quoi. Donc, quand tu soulèves valet 9 off suite, UTG plus 1, tu te dis, ouais, je peux peut-être le faire, je peux peut-être le jouer, ça se relance, tu vois, ça, c'est un valet, c'est beau, c'est propre, quoi. Mais, ça fait des quintes, c'est cool. Mais en fait, non, quoi. Faut se mettre des claques et il faut fold cette bouse parce que non, tu vas pas jouer ça et tu vas pas il y a deux choses qu'il faut vraiment se mettre dans la tête quand tu te transitionnes au live, c'est faut oublier le mythe du ouais, mais de toute façon, moi, je joue online, je joue en L400, je les crush tous, j'arrive en live, c'est tous des nuls, je fais les crush, je peux jouer ce que je veux dans n'importe quelle position, etc. Non, faut pas oublier les bases. Oui, t'as un meilleur niveau, mais ton meilleur niveau, il est post-flop, et faut pas oublier les bases, et tes bases, c'est justement de fold ce valet 9 off, UTG plus 1, quoi. Ouais. Et c'est là que tu l'as à ton edge. Donc, c'est vraiment être patient, et s'habituer au fait que c'est beaucoup plus lent, quoi. Et ça, c'est l'autre grosse adaptation qu'il y a eu à faire, et qui a été très très dure. Ok.
Avant de finir, est-ce que Thibaut, tu peux nous raconter la fin de ton année, tes projets, ce qui va se passer, Vegas, tu vas jouer combien de tournois et puis après, au-delà de Vegas? Déjà juste avant, il y a le WPT à Cannes là, la semaine prochaine, j'y vais mardi ou mercredi. Donc juste la semaine prochaine, qui va être, je pense, un très très beau tournoi que j'ai hâte de faire. Je pense que c'est très bien ce qu'ils ont lancé, ce circuit parallèle au WPT, c'est-à-dire d'avoir un circuit entre guillemets plus accessible, mais avec quand même la branche WPT, c'est-à-dire à 1650 €, qui dure un peu moins longtemps et qui, je pense, a quand même autant de prestige. J'aime beaucoup le fait de lancer des circuits nationaux comme ça dans chaque pays, parce qu'ils ont lancé ça en France, en Espagne, en Italie, en Norvège. Ouais, ce qu'ils appellent les National Series et ouais, c'est bien. Il y en a une juste à côté moi je suis à Gibraltar, il y a à Marbella là, et ça a bien tourné, c'était bien. Et puis juste avant Gibraltar, il y en a une à Marbella là, j'étais. Voilà, c'est ça. Ouais. J'étais, c'était très sympa. Ouais, c'était sympa. Ouais. Et je pense que honnêtement, c'est l'avenir, ce genre de tournoi plus accessible. Genre buy-in plus modéré, 1500, 2000, 3000 quoi. Et je suis très content de faire ça, donc ça c'est la semaine prochaine. Et ensuite, oui, effectivement, Vegas. Donc Vegas, mon premier Vegas, 5 semaines de tournoi. J'ai prévu quelque chose comme 25 events World Series. Ok. Toujours la même. Tu joues aussi autre chose que du Hold'em? Tu joues principalement Hold'em. Je crois que je joue un peu de pot de limite de PLO. Okay. Pas prévu un seul tournoi PLO, je crois que j'en ai prévu un petit, je crois, mais principalement que du Hold'em, ouais. Je crois que j'ai joué quand même il y a un tournoi spécial, le Ant Up là. Ouais. Je crois que je vais le jouer, celui-là j'hésite encore. Six Max sinon, et ça pas de souci. Mais ouais, pas de variante. Je joue les autres variantes, j'apprécie énormément les autres variantes, mais je me considère pas encore assez bon pour les jouer au niveau des World Series. Claquer $2000 pour se faire mumuse. Enfin, Elki, l'an dernier, il avait appris les règles juste avant le tournoi, donc. Ouais, mais si tu veux, Elki, il a genre 20 fois plus. Combien? C'est quoi, ça va au crawl, quoi? Il y a Bazou qui disait justement que le Omaha c'était l'avenir du poker. T'en penses quoi, toi? Tu penses que le Hold'em a encore de l'avenir dans quelques années, ou le Omaha va prendre le dessus? Je pense que le Hold'em n'a plus d'avenir, honnêtement. Je sais pas si le Omaha a encore de l'avenir, si tu veux. Je pense que pour moi le Hold'em, pardon, non, ni l'un ni l'autre donc. Presque ni l'un ni l'autre. Faudrait qu'il y ait une nouvelle forme de poker qui sorte là. S'il y a une nouvelle forme de poker et qui démarrait, qui plairait aux masses, je pense qu'elle, si hypothétiquement il y avait une nouvelle forme de poker qui sortait et qui marchait, je pense qu'elle prendrait énormément et qu'elle cannibaliserait tout ça. Honnêtement, je pense que ouais, le Omaha peut prendre le dessus. Bon, ça fait des années en même temps qu'on dit que le Omaha va prendre moi, dessus, honnêtement, j'y partage pas du tout cette idée-là, perso. J'y crois pas du tout, ça. Ça fait tellement longtemps qu'on nous raconte le fait ça. que le Omaha prenne le dessus, ouais, j'y crois pas Moi, trop des pas, masses. non. Ça fait des années qu'on le dit, ça vient toujours pas. Par contre, le fait que le Hold'em soit mort et qu'on puisse plus faire d'argent sur le Hold'em, surtout aux limites ou même à pratiquement toutes les limites, ça, c'est extrêmement vrai. Moi, je trouve que c'est pas Parce pour. qu'il y a trop de niveaux, tu penses? Tu vois une évolution, toi, justement, des niveaux sur depuis il y a une évolution énorme des niveaux. Oui, il y a une évolution énorme des niveaux depuis que j'ai joué ou depuis que j'ai commencé. Je veux dire, je disais tout à l'heure à mes débuts, j'étais assez rapidement monté régulier. Genre, je crois qu'en 2009, quelque chose comme ça, j'étais régulier en 200 et en 400 sur PS.com. Le niveau qu'il y avait à l'époque et le niveau qu'il y a maintenant en 200, 400 sur PS.com, ça n'a rien à voir. Mais rien à voir. Et c'est genre le niveau qu'il y a maintenant en L25, pour donner une comparaison, quoi. Ok. Et voilà. Et je pense que même en L25 de nos jours ou NL50 sur le .com, c'est très dur de faire de l'argent. Et je discutais l'autre jour avec j'ai un très bon ami canadien qui est un très très bon joueur de cash game qui crush la 25-50 sur le .com, et il me racontait que même pour lui, de son avis, d'ici 2 ans, toutes les games vont mourir et il sera très dur de faire de l'argent, même sur les 2-4, quoi. Même sur en 200 et 400, quoi. Je sais pas si make sense. Ah,
Aujourd'hui, ça paraît bizarre, mais c'est vrai que c'est tout à fait plausible d'ici quelques années. Disons que l'écosystème est un peu plombé. En France, c'est encore pire. On le voit déjà en France maintenant, en l'espace de 2 ans. Je veux dire, à l'ouverture, les tables étaient plafonnées à 5-10 ou parfois à la 10-20 et ça tournait. On trouvait de l'argent, on trouvait des fiches en 5-10 et en 10-20. Maintenant, tous les règles qu'il y avait en 5-10 et 10-20 il y a 2 ans, ils sont tous redescendus en 1-2 et 2-4. Et maintenant, la 1-2 et la 2-4 sont en train de dry up également, sont en train de s'assécher, et il n'y a plus beaucoup d'argent à se faire non plus dessus. Et ils se jouent juste entre eux, quoi. Et jouer entre règles, c'est pas positif. Enfin, si, il y a toujours un règle qui va, il y a toujours un génie qui va un peu, genre Bazou, qui va écraser tout le monde. Donc lui, j'ai pas de souci pour lui. Mais les autres règles, par contre, me fait des soucis, ouais. Ok. Intéressant. Ouais. C'est pas très optimiste. Par contre, le live, il y a encore beaucoup d'avenir, je pense. Sur le circuit, tu veux dire, ou en casino, dans les petits casinos Principalement dans les casinos, principalement dans les cash game live dans les casinos, ou également sur le circuit. Si le circuit arrive à évoluer, peut-être pas sur le circuit élite, j'ai envie de dire. Je crois que le circuit commence à se séparer un peu entre un circuit élite et un circuit populaire. Pas forcément populaire, mais plus régulière. Professionnel également, mais pas élite, quoi. Un peu comme le 1600, je dirais, qui rentre justement dans cette catégorie, les WPT nationaux qui rentrent dans cette catégorie de circuit professionnel, mais pas élite. Et je pense que ça a de l'avenir et va y encore toujours avoir de l'argent à se faire sur ce circuit-là, également sur les cash game live, mais que le online, ça va devenir de plus en plus dur de se faire de l'argent. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a un tournoi qui est super plus justement du fait que le niveau soit plus faible? Il y a beaucoup de gens qui parlent de Deauville. Apparemment cette année c'était pas forcément le cas. Écoute, moi Vegas, Deauville, ça fait 3 ans que je joue. J'ai jamais trouvé que c'était très très soft. Ouais, c'est soft, mais c'est pas extrêmement soft. San Remo, j'en ai fait 3 également. Le premier était très soft, les 2 autres, j'avais des tables de malade. Je veux dire, 2 fois, je me suis retrouvé avec Celebs à droite ou à gauche, quoi. Ça va être pas beaucoup. Quel est le tournoi le plus EV+ pour moi? Ouais. À mon avis, Partouche est merveilleux. En France. Quitte à choisir un tournoi en France, je pense que le Partouche est le tournoi le plus EV+ à faire. La finale à Cannes ou les SAT, tu veux dire? La finale à Cannes. Ah ouais, ok. Les SAT sont EV+, mais il faut voir par rapport à la structure de rec et par rapport à la structure ça reste des satellites, donc si tu veux, le lever d'un satellite est plafonné en soi de manière de par la structure même, c'est-à-dire que tu peux pas obtenir un relayement sur un satellite parce que c'est un satellite. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais la finale par touche, très très cher en soi, je suis d'accord, mais en termes de V, je pense que c'est le meilleur. Après, tous les tournois à 1000 € ont une EV magnifique et il n'y a pas besoin de faire ce genre de gros tournois pour finalement avoir une grosse EV. Je pense que tous les FPS, tous les WPT nationaux, tous ces tournois à 1000 € qui sont un peu partout en France et en Europe ont une EV merveilleuse. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on te souhaite pour Vegas? Un bracelet? Un bracelet serait magnifique. Déjà, je pense qu'une table finale. Moi, mon objectif, c'est de faire une table finale sur un event. Ok. Ce serait très très beau. J'aurais l'impression de remplir le contrat par rapport à mon sponsor quelque part. Et financièrement, ce serait cool aussi. Tu m'étonnes. Ouais. C'est clair. Eh ben, écoute, Thibaut, nous, on croise les doigts pour toi. Merci beaucoup. Merci d'être passé nous voir. Merci à vous. C'était très sympa. Et puis, je regarde s'il y a une dernière question pour le mot de la fin dans le chat. Une dernière question. Non, 2, 3, 2, 1. Il n'y a pas de question. Thibaut? Dernière question pour Thibaut? Non, je te souhaite bonne chance pour Vegas en espérant que tu perfs et puis voilà, merci. Bonne chance. J'espère aussi. Merci à vous et puis à la prochaine alors. Merci Thibaut, on croise les doigts pour toi à Vegas et à Cannes aussi. Bye bye. Merci, ciao. Station.